Bienvenue à la Superbike School UK. Aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous dans le Kent, sur le circuit historique de Brands Hatch. Paddock Hill est vraiment un virage impressionnant. Le maestro des virages, Andy, et ses collègues de la California Superbike School nous dévoilent les secrets qui ont fait de deux anciens élèves, Léon Camier et Thomas Luthi, de véritables champions. En accédant au niveau 4, Alphagan va apprendre à peaufiner son pilotage. Puis nous verrons comment prendre l'angle avec brio grâce à une moto très spéciale, la moto spéciale glissade. Quant à moi, je vais apprendre à bien régler ma machine. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la California Superbike School est l'idée originale d'un homme, Keith Code. Le concept de base est simple. Si tu gagnes en vitesse dans les virages, tu signeras un meilleur chrono. Je n'ai commencé à entraîner des pilotes à la course professionnelle que fin 1980. 1980, la California Superbike School voit le jour. Cette école attire rapidement l'attention des pilotes du monde entier. En 1999, Andy Ibbott devient le premier entraîneur britannique de l'école en Europe. Il est à l'origine de la réussite de l'école européenne et a aussi côtoyé les plus grands pilotes. Moi, Sheila Nair, vous ouvre les portes de la Superbike School pour suivre l'évolution de 3 apprentis pilotes de niveaux différents. Alphagan, journaliste moto et pilote expérimenté, venu ici pour améliorer ses performances. Sans oublier la novice du groupe, Sheila Nair en personne. Mon objectif, gagner en vitesse. Déçu par le peu de conseils habituellement donnés par les moniteurs, j'espère qu'Andy va pouvoir me faire évoluer pour de bon. Au niveau 4, nous cherchons à peaufiner les techniques de pilotage. On met donc en place un programme personnalisé qui varie considérablement d'un pilote à l'autre. On revient sur les techniques enseignées au cours des 3 niveaux précédents pour voir les points qui posent problème et revenir dessus. Al va chercher à parfaire tout ce qu'il a appris jusqu'à présent avec ses instructeurs Glenn et Johnny. Bien déterminé à progresser, Al s'entraîne sur la Triumph Racing 675 avec laquelle il a participé à la Coupe Supersport britannique. Al va bénéficier au niveau 4 d'un entraînement personnalisé. Il va se focaliser sur ses points faibles pour perfectionner son pilotage. Anticipe bien ta trajectoire, optimise ton champ de vision, il faut que ça devienne instinctif. Il faut que tu te dises, c'est là que je dois tourner, où est mon point de corde? Quelle trajectoire vais-je suivre? Où est mon point de sortie? Tu dois anticiper au maximum, bien appliquer la technique du deux temps. J'ai pourtant anticipé au maximum. Avant chaque entrée de virage, je regarde le plus loin possible. Je repère mon point de corde. J'essaye de bien déterminer ma trajectoire, virage après virage. Tu as l'impression d'avoir beaucoup d'espace devant toi ou le contraire? D'avoir beaucoup d'espace. Tu veux dire qu'il y a tellement d'espace devant toi que tu ne sais plus où donner de la tête? Oui, tout à fait. Je ne sais plus où donner de la tête. C'est bien là le problème. J'ai l'impression que tu as du mal à déterminer ta trajectoire, que tu es un peu perdu dans ce vaste espace. Il faut que tu arrives à te localiser dans cet espace. Je veux que tu arrives à déterminer avec précision tes points de corde et de sortie. Sinon, tu n'arriveras jamais à suivre une trajectoire bien définie. Prends des repères au sol. Ça peut être la forme d'une courbe à un endroit bien précis du circuit, quelque chose que tu vas pouvoir identifier facilement et à partir duquel tu vas pouvoir déterminer ta trajectoire. Mais encore une fois, si tu ne prends pas le temps de regarder au loin, tu n'y arriveras pas. Ton champ de vision doit être étendu. Détermine bien ton point de corde, dirige-toi vers ce point tout en anticipant ton point de sortie. Il faut que tu parviennes à acquérir une certaine fluidité visuelle. Retourne sur le circuit et pense à ce que je t'ai dit. Le mot d'ordre d'aujourd'hui, fluidité visuelle. C'est ton objectif. Prends le temps de regarder loin, de prendre un repère puis l'autre. Ne cherche pas à mettre la charrue avant les bœufs. Tu ne sais plus où donner de la tête, alors prends bien le temps de faire les choses dans l'ordre, de fixer tes repères les uns après les autres pour que tout s'enchaîne correctement.
Pas facile de changer ses habitudes de conduite, de les remettre en question. J'ai eu du mal à gagner en vitesse en course. Alors j'en suis retourné au centre de formation. Il m'a fallu une bonne partie de la session pour me relaxer et bien déterminer ma trajectoire. Optimiser mon champ de vision, changer mes mauvaises habitudes. Au bout de quelques tours de circuit, je me sentais déjà moins tendu. Si j'arrive à bien optimiser ma vision et à bien appliquer la technique des 2 temps, mon pilotage sera plus fluide, plus juste. Ce n'est jamais une partie de plaisir de monter sur une moto spéciale glissade. Cette moto m'a toujours foutu la frousse. Voici la fameuse moto spéciale glissade. Elle fait partie des outils d'apprentissage de la California Superbike School. Ce système a été conçu par Case Code pour que les apprentis pilotes découvrent la dérive de la roue arrière et apprennent à la contrôler. La moto spéciale glissade est équipée de bras stabilisateurs avec des vérins hydrauliques qui permettent au pilote de prendre appui pour bien négocier le virage sans partir en glissade. Les vérins hydrauliques ici servent à ralentir la moto au moment de la prise d'angle. Les pilotes ont une fâcheuse tendance à relâcher la poignée de gaz en prenant de l'angle. Or, c'est en relâchant la poignée à ce moment-là que l'on risque de perdre en motricité et de finir en high side. Résultat, le pilote voltige de l'autre côté de la moto. Ça fait mal, et je parle en connaissance de cause. On croit souvent à tort qu'une moto spéciale glissade ne peut pas tomber, puisqu'elle est équipée de ses balanciers et d'amortisseurs hydrauliques. En étant retenue à ce niveau-là par les amortisseurs, elle n'est pas à l'abri d'une chute, comme vous pouvez le constater. Je suis tombé de la moto spéciale glissade quand j'étais apprenti pilote. Je ne suis jamais remonté dessus depuis. Il va pourtant bien falloir que je m'y remette puisque je vais devoir l'utiliser pour enseigner à mes élèves la technique de blocage de roue et de prise d'angle. Il va donc falloir que je la maîtrise à niveau professionnel si je veux former mes élèves dessus. Dans un instant, James va régler ma moto de l'école pour que je me sente comme sur la mienne. Bien que la Yamaha R6 soit une formidable machine, les suspensions sont réglées pour un homme de poids moyen et ne sont donc pas adaptées à mon poids. Alors quand il s'agit de courses sur circuit, mieux vaut procéder à quelques réglages de base. C'est pourquoi James Campbell Wilson va me montrer quelques astuces pour bien régler ma moto. C'est mon travail de faire en sorte que ta moto ne te mette pas de bâton dans les roues. Tu apprends les techniques, tu les appliques, mais ta moto doit suivre. Tout ne dépend pas uniquement de moi. Non, aussi de ta moto. Je vais la rendre aussi parfaite pour toi qu'elle l'est d'habitude pour Chris. Je vais donc procéder à quelques réglages au niveau des amortisseurs, car les réglages ne sont pas adaptés à ton poids. Ils sont trop rigides, t'empêchent de garder ta trajectoire. Pas étonnant que ta moto dérive à l'accélération. Première chose, rendre les amortisseurs plus souples. Qu'est-ce que tu fais? Je détends la précontrainte de ressort de fourche. 1, 2, La fourche sera moins 3, dure, plus souple. 4. Tout à fait. Là, je réduis la précontrainte pour que ta fourche s'écrase plus facilement. 1, 2, 3, 4, 5 tours et demi. Parfait. Donc, plutôt que d'avoir des suspensions rigides, elles seront détendues. C'est tout à ton avantage. Elles seront plus souples. Concrètement, ta moto va basculer vers l'avant. Au freinage, ta fourche s'écrasera plus facilement puisqu'on a détendu la précharge de ressort. Avec des amortisseurs plus souples, tu auras moins de difficultés à garder ta trajectoire. Étant donné ton poids plume, je vais aussi régler le combiné ressort-amortisseur arrière. Je vais là aussi réduire la précontrainte de ressort. Les réglages à l'arrière et à l'avant sont doux. C'est important de garder un équilibre dans les réglages entre l'avant et l'arrière.
Tu verras, ta fourche s'écrasera plus facilement et tes amortisseurs seront moins rigides. Un autre problème qui se pose à moi, c'est que j'ai du mal à alterner le freinage et l'accélération. Essaye de freiner pour voir. Tu vois tes deux doigts du milieu? Ils doivent te servir à actionner le levier de frein. Tu dois avoir un angle à 90 degrés ici. Il faut donc rapprocher le levier de frein à ce niveau-là. Tout à fait. Je vais tourner la molette pour rapprocher le levier de frein de la poignée de gaz. Essaye voir. Maintenant, tu peux sans problème placer tes doigts à 90 degrés. Appuie. Encore. C'est plus facile, pas vrai? Tu feras exactement comme avant, sauf que maintenant que le levier de frein est plus proche de la poignée de gaz, tu auras beaucoup moins de difficultés à alterner frein-accélération. Tu peux lâcher ton levier de frein en tendant bien ta main et actionner ton levier de frein avec les deux doigts du milieu. Maintenant que le levier est proche, tu peux alterner frein-accélération sans problème. Les réglages d'origine ne sont donc pas adaptés à tous les pilotes? Non. Pour toi, par exemple, la précharge de ressort doit être ajustée aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Les réglages se font en fonction du poids du pilote. Je crois qu'on a fait le tour. Il me reste encore à contrôler la pression de tes pneus, mais avant, j'aimerais bien que tu retournes sur la piste, leur montrer de quoi t'es capable. Il va falloir attendre mon prochain cours. Mais rien que de savoir que je n'aurai plus de mal à freiner comme avant, ça soulage. Tu sentiras la différence au prochain tour. Parfait alors. C'est mon job de faire en sorte que ta moto fasse ce que tu lui demandes. Tes instructeurs te disent ce que tu dois faire, moi je me charge de dire à ta moto ce qu'elle doit faire. Merci beaucoup, James. Je te dirai comment ça s'est passé. À bientôt. J'espère bien. Dans un instant, j'aurai la chance de travailler les positions adoptées sur les techniques du niveau 3. Léon Camier, champion de super sport, laissera sa moto le temps d'un entretien exclusif avec Andy. Alphagan continuera quant à lui de parfaire ses techniques de pilotage. C'est tout de suite. Bienvenue pour la deuxième partie de Superbike School UK. Pendant que je chercherai à bien me positionner sur ma moto, Léon Camier posera la sienne le temps d'un entretien avec Andy. Et Al cherchera à parfaire ses techniques de pilotage. Le moment tant attendu est arrivé. Je vais apprendre à bien me positionner sur ma deux roues. Maintenant que nous avons étudié ces techniques sur le fond, nous allons passer à la pratique en cherchant à soigner la position de notre corps sur chacune d'elles. Nous quittons la salle de cours pour rejoindre le garage où une multitude de motos nous attendent. Andy et ses collègues vont nous montrer comment bien se positionner sur les techniques apprises en cours. Gary me suivra sur le circuit tout au long de la journée pour s'assurer que j'ai bien écouté les conseils d'Andy. Le temps est venu de passer de la théorie à la pratique en soignant notre position sur chacune des techniques étudiées. La journée promet d'être longue. Si tu es assise trop près du réservoir, au moment de glisser sur ta selle, ton genou extérieur va avoir tendance à foutre le camp. Tu vas perdre en stabilité. Si tu te décales un peu plus en arrière, de ça, hein, pas plus. Glisse pour voir. Ton genou extérieur est bien calé contre le réservoir. Tu sens la différence? Tu es plus stable. C'est comme ça que tu dois te positionner. Un peu plus en arrière, de manière à ce que ton genou droit se cale contre le réservoir. À toi de jouer. C'est déjà mieux. Je sens que je suis bien positionnée quand je glisse sur ma selle. C'est beaucoup plus confortable. Gary m'a conseillé de me décaler vers l'arrière, de m'éloigner un peu plus du réservoir et je sens la différence. C'est beaucoup plus simple de glisser sur la selle. La différence est énorme.
Ça fait du bien de passer à la pratique. Je commençais à saturer de devoir réfléchir sans cesse. Ça fait vraiment du bien de monter sur la moto. D'autant plus que le circuit est sympa, qu'il fait beau. C'est une belle journée. Et bénéfique en plus. J'ai mal aux genoux. Normal, ce sont eux qui sont sollicités. Alors, comment ça s'est passé? J'ai mal. Bien, c'est bon signe. Quel est l'intérêt de la technique du virage crochet à ton avis? De faire prendre à la moto davantage d'angles. De mieux négocier le virage, de rester bien stable. Et c'est ce qui s'est passé? Je pense, oui. Avant, j'avais du mal à bien garder ma trajectoire dans les virages. Je déviais facilement. J'arrive beaucoup mieux à me positionner. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Ok, super. J'ai senti que ma moto se dirigeait là où je voulais aller. Après notre discussion, tu as senti que tu étais plus stable sur la moto? Beaucoup plus stable, oui. En me décalant un peu plus en arrière et en m'éloignant du réservoir, j'ai senti que mon genou était mieux positionné. J'étais bien plus stable et du coup plus sereine, plus confiante. Je ne me suis pas posé toutes les questions que je me posais d'habitude. Non, c'était plus automatique. Ça venait plus naturellement. Je me suis entraînée sur le circuit en appliquant tes conseils. J'ai été surprise de voir qu'en se décalant un chouïa vers l'arrière, il pouvait y avoir une telle différence. Tout est question de posture. Si ton genou extérieur n'est pas bien positionné, tu perds en stabilité. Un point qui te pose problème? Oui. Je n'ai pas encore une maîtrise parfaite de la poignée de gaz. J'ai tendance à décélérer trop tôt. J'ai l'impression que je ne prends pas assez de vitesse en entrée de courbe. J'ai l'impression d'aller beaucoup trop lentement pour bien négocier le virage. Essaie de prendre davantage d'accélération en entrée de courbe, pour pouvoir ensuite prendre de l'angle sans chercher à accélérer. Léon est venu faire une formation ici parce qu'il était très rapide, mais il tombait souvent. C'est un peu ça, non? J'ai eu 2-3 accidents. Oui, juste 2-3. Son manager de l'époque nous a donc demandé s'il pouvait suivre une formation ici. Sa réaction a été « Moi, à l'école? Non, mais vous savez qui je suis ?» Non, au contraire. J'étais plutôt enthousiaste à l'idée de venir. Je me souviens que toi et Johnny pensiez que je n'étais pas très chaud pour venir. Mais au contraire, je trouvais les cours intéressants et j'étais déterminé à écouter et m'investir à 100%. J'ai suivi le même parcours que les autres élèves. Je suis passé du niveau 1 au niveau 4 en cherchant à progresser au maximum. J'ai commencé par les techniques de base en niveau 1, comme la maîtrise du guidon. C'est incroyable de passer d'un stade où tu fais de la moto à un niveau professionnel à un stade où tu essayes de comprendre et remettre en cause ta manière de piloter et tes techniques de pilotage. Ça peut paraître bizarre, et pourtant j'en ai tiré des enseignements. Ça m'a permis de progresser. 2005 avait été une bonne année. Il a remporté le championnat de Supersport, un grand moment. C'est une bonne chose pour lui comme pour nous. Cette année-là, on s'est concentré sur les courses. Le principe de base était simple, remettre en question ce que le pilote croit être bon. En tant que pilote de course, comme vous êtes à 100%, il est toujours bon d'avoir quelqu'un qui observe ce que tu fais et qui te remette en question tes techniques, tes stratégies, qui te donne des conseils, qui t'ouvre d'autres perspectives. Ce n'est pas facile de remettre en question son pilotage, tout en cherchant à rester le meilleur sur le circuit. C'est pourtant comme ça que ça marche. C'est toujours positif d'avoir quelqu'un qui te dise « Tu devrais essayer cette trajectoire, prendre l'accélération un peu plus tôt, tu n'as pas assez optimisé ton champ de vision en entrée de courbe, tu as mal déterminé ton point de repère. » Tout est lié au regard quasiment, pas vrai? C'est d'ailleurs ce que je dois travailler. L'optimisation de mon champ de vision. Cette année, j'ai remporté le championnat de Superbike pour la première fois. Et c'est la première année où j'ai quelqu'un qui me supervise, alors... C'est une coïncidence? Je pense pas. Ça change tout. Ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui observe ce que tu fais. Parce que comme Andy l'a dit, quand personne n'est là pour te dire ce qui va ou non, tu fais ce que tu penses être juste. Tu crois à 100% en ce que tu fais. Tu ne te remets pas en question. Alors quand tu as quelqu'un qui t'observe, qui porte un regard critique sur ce que tu fais et qui te conseille, ça te permet de progresser.
Je vais continuer à m'entraîner en espérant que ça porte ses fruits. On devrait pouvoir y arriver. Bien sûr que tu peux gagner. Et si tu gagnes, je gagne par la même occasion. Je pense qu'on devrait se qualifier sans problème. Et prendre la pole position. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Un jeu d'enfant. Sans problème. En accédant au niveau 4, Hal s'est posé comme objectif de parfaire son pilotage. Pendant que Hal se concentre sur sa course en essayant de mettre en pratique toutes les techniques vues au cours des 3 premiers niveaux, Johnny Haynes observe ses points faibles. Dernier tour de piste pour Hal et Johnny sur le circuit de Brands Hatch, avant le grand débriefing dans le paddock. J'ai eu moins de difficultés à appliquer la technique du 2 temps. C'était moins mécanique, plus fluide. Est-ce que c'était pour autant plus confortable? Je veux dire, est-ce que ça t'est inconfortable ou pas de fixer ton point de corde avant même l'entrée de virage? Ça ne m'est pas inconfortable. Et de déterminer ton point de sortie avant d'arriver au point de corde? Oui, c'est plus gênant, oui. Tu as donc naturellement tendance à t'attarder sur tes points de repère plutôt que de passer d'un point à l'autre, comme le veut la technique du 2 temps. Concentre-toi essentiellement sur ta trajectoire. Tu n'anticipes pas assez. Tu dois déterminer ta trajectoire en amont avant même l'entrée de courbe. Tu peux toujours ajuster ta trajectoire en cas de dépassement par exemple, mais je veux que tu détermines en amont ta trajectoire optimale. Prends tes repères, ça peut être n'importe quoi, une voie de dégagement, le marquage au sol, ce que tu veux. C'est ce que j'ai fait sur les 3 premiers virages. Par exemple, sur le 3e virage, je fixe la voie de dégagement. C'est mon repère. Elle me permet de bien me cantonner à ma trajectoire jusqu'à mon point de sortie de courbe. Ce sont les 3 virages où tes trajectoires sont le mieux définies? Oui. Si tu veux dépasser, garde à l'esprit ton point de sortie de manière à penser aux ajustements que tu vas devoir faire si tu ne peux pas l'atteindre. Oui. Plutôt que de doubler et de dévier de trajectoire, tu dois définir à l'avance si tu dois prendre un peu plus de vitesse dans le virage ou au contraire, le prendre en décélérant, faire les bons ajustements pour garder ta trajectoire. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est, une fois à ton point de corde, de regarder ton point de sortie tout en prenant de l'angle, de prendre la trajectoire qui te mène à ton point de sortie. Laisse le virage te mener à lui. Je veux que tu te laisses guider par ton regard. Optimise bien ton champ de vision, c'est la marche que tu dois suivre. Imagine ta trajectoire et laisse-toi emporter par ton regard. Oui, je vois ce que tu veux dire. Une fois que tu arrives à ton point de corde, ne lâche pas du regard ton point de sortie. Et laisse-toi guider par ton regard. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de la California Superbike School UK. Nous parlerons de la théorie du hip flick avec Andy et la mettrons en pratique avec Gary. On suivra aussi les progrès de Derek Redmond sur le circuit de Brands Hatch. À la semaine prochaine.